Nous passons tout de suite à une communication certainement plus étoffée, qui est celle de M. Pascal Horry, professeur à l'Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne. M. Bercé peut-il bien accepter d'introduire cette communication? Merci, Monsieur le Président. Il est sans doute inutile, dans cette compagnie savante, d'introduire l'intervention de Pascal Horry, professeur à l'Université Panthéon-Sorbonne, historien de réputation internationale de l'histoire politique et culturelle de la France contemporaine. Il n'a assurément nul besoin de ma présentation. Mon patronage devrait se limiter à l'énoncé du titre de sa communication, du livre aux médias contemporains. Pourtant, cette préséance momentanée qui m'est dévolue appartient à la liturgie académique et je dois donc plutôt considérer comme un devoir gratifiant d'avoir l'occasion de m'y conformer. Au début de sa formation d'historien, Pascal Horry a bénéficié à l'Université de Rennes des enseignements de Jean Delumeau. C'est un souvenir, une orientation, une sensibilité dont il revendique l'influence déterminante dans le choix ultérieur de ses voies de recherche. Et effectivement, en 2013, il lui a été donné de payer une sorte de tribut de reconnaissance en contribuant à la réédition en 2013 de quelques-uns des textes majeurs de l'œuvre de Jean Delumeau. Spécialisé d'abord dans l'histoire politique du XXe siècle, et plus précisément dans les déchirures de l'époque de l'occupation allemande, Pascal Horry a, chemin faisant, fait évoluer son regard au-delà du récit strictement politique, en l'étendant aux pratiques culturelles, aux fluctuations des opinions, aux lieux communs, aux images mentales, etc. Rappelez-vous que, dans la décennie 1970, une telle interprétation, dite culturelle, de la vie politique, était rien moins qu'évidente. En effet, il s'agissait de ne pas séparer l'essence abstraite des idées d'avec les réalités des existences des hommes qui portent ces idées ou les subissent. C'était chercher la culture d'une époque non tant dans la factualité des événements que dans leur représentation, dans la banalité de traits quotidiens de civilisation, comme les sentiments d'appartenance, l'estime sociale, l'audience des journaux, les choix des divertissements et des spectacles, et aussi la nourriture, la gastronomie, les goûts, les modes, les soins du corps et même la mode du bronzage. Et cette énumération n'est pas hasardeuse. À chacun des domaines que je viens de citer, on peut rattacher un des livres de Pascal Horry, une part de son œuvre d'exploration des temps contemporains. Il a été un des premiers, voire même le principal pionnier, à revendiquer pour ses travaux le titre d'histoire culturelle. Cum grano salis, il m'a aussi autorisé à révéler, je dis très vite, qu'il occupe à ses heures au collège de pataphysique les chaires de chronolyse et d'iconocritique. Il faut maintenant, en deux mots, expliquer comment associer cette conception d'écriture de l'histoire, selon Pascal Horry, à une école des chartes que les idées reçues croient limitée à l'étude exclusive des hautes époques et vouée à une sorte de positivisme réductionniste. En fait, les méthodes de travail enseignées, renouvelées aux chartes, les règles de découverte, de classement, de conservation des productions intellectuelles et matérielles du passé ne sont pas différentes selon les temps et les supports. L'étude de chaque époque requiert la même attention aux évolutions de l'expression, aux aventures de l'écriture, de l'imprimerie et de toutes espèces de textes, ou encore au sort des structures sociales et familiales selon le notariat ou la justice. Or, depuis de nombreuses décennies, les thèses des chartes se sont, tout naturellement et sans peine, étendues à des domaines très récents,
voire à l'histoire dite du temps présent. C'est ainsi que Pascal Horry, depuis les années 90, comme bien d'autres contemporanéistes, s'est trouvé souvent responsable ou examinateur de travaux d'élèves des Chartes. C'est ainsi fort de cette expérience qu'il va parler maintenant de quelques-unes des disciplines majeures de cet établissement. Sous le patronage de M. Yves-Marie Bercé, M. Pascal Horry, vous avez la parole pour la lecture de votre communication. Merci, chers collègues, pour cette présentation trop bienveillante et pour le résumé de ma communication. Je me demande si je peux ajouter grand-chose à ce que vous avez dit. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, chers collègues, Mesdames, Messieurs, je prends ici la parole dans l'enceinte d'une académie où siègent plusieurs collègues auxquels m'attachent des liens qui vont au-delà de la confraternité. Comme Yves-Marie Bercé l'a rappelé, j'ai eu la chance d'avoir pour maître Jean Delumeau, et dans l'ouvrage en hommage à ce maître qu'il a cité, j'ai tenu à témoigner de l'importance décisive qu'il a eue dans l'orientation de mes travaux, et en particulier dans ceux qu'on peut regrouper en effet sous le vocable d'histoire culturelle. Et c'est précisément dans cette perspective d'une histoire des représentations, de ce qui les institue et de ce qui les constitue, historiographie désormais, me semble-t-il, bien représentée au sein de l'enseignement de l'École des Chartes, que va se situer ma communication. Le titre qui lui a été donné et que j'ai conservé renvoie en effet à des formulations du plan d'études de cette école, dont, vous l'avez dit, je suis un compagnon de route, disons de longue date. C'est une position fort agréable d'observation participante, rendue possible par la complicité intellectuelle et, disons le mot, l'amitié de Jean-Michel Legnaud et d'Élisabeth Parinet. Cette position d'observation participante définira, autant que faire se peut, le type de regard que je vais essayer de porter ici sur l'histoire d'un court demi-siècle, celui qui va de l'entrée en 1970 au sein du corps professoral de l'école d'Henri-Jean Martin, jusqu'à l'entrée respectivement en 2014 et 2015 de Christophe Gauthier et de Christine Bénévent, l'un et l'autre successeurs en second du même Henri-Jean Martin, sur deux chaires dont l'intitulé initial est identique, Histoire du livre, mais qui se distinguent par ce qui le suit, Histoire du livre et bibliographie pour Christine Bénévent, dont le cours inaugural, la leçon inaugurale aura lieu lundi prochain, 16 novembre, et Histoire du livre et des médias contemporains, 19e, 21e siècle pour Christophe Gauthier, dont le cours inaugural a eu lieu il y a un an, le 4 novembre 2014. On envisagera ce qui suit suivant une règle métonymique implicite. Je n'ai pas souhaité m'éloigner de l'objet chartiste tout en le replaçant de temps à autre, mais si peu, dans le cadre plus général de l'évolution historiographique contemporaine. Le sous-titre de cette communication, qui me serait plus personnel, pourrait alors être « Extension du domaine de l'archive », car c'est bien de cela qu'il s'agit, de la prise en compte croissante de nouvelles sources soumises à la lecture critique de l'historien, dès lors que le champ chronologique de son enquête s'aventure jusqu'aux temps les plus récents, mais plus largement, d'une manière nouvelle de lire les sources déjà à disposition du chercheur qui ne les invente, au sens étymologique, qu'autant qu'il en conçoit l'usage qu'il en fera. Fondé sur un rapport privilégié avec le document textuel, certes, mais plutôt manuscrit qu'imprimé, l'École des Chartes aura mis du temps à intégrer à ses priorités le livre comme autre chose qu'un simple objet de classement, dimension prise en compte dès 1869 par la notion de bibliographie. Et c'est donc un siècle plus tard que les conditions seront enfin remplies pour que derrière la référence imprimée ou l'objet précieux, un œil neuf distingue un support de communication témoin d'une histoire qui ne se limite plus à la rareté et à l'excellence. Cette ouverture est contemporaine de la création de l'École nationale supérieure de bibliothécaires, 1963, 6 à Paris jusqu'à son transfert en 1974 à Villeurbanne. Elle est d'autre part homologique de la fondation d'une nouvelle spécialité historiographique, l'histoire du livre, identifiée à un homme dont la réputation et l'influence s'étendront au-delà des frontières de la France. Henri-Jean Martin est nommé à une chaire dédoublée entre bibliographie et histoire du livre, mais en revanche, désormais disjointe d'avec l'enseignement d'archivistique associé à la bibliographie depuis 1933. La notion d'histoire du livre, bien distincte donc de la bibliographie d'une part et de l'histoire littéraire de l'autre, apparaît ici clairement comme une, faut-il dire, improbable greffe au sein de l'école de l'esprit des annales. Saisi à sa source, j'ai nommé Lucien Febvre. Martin a été dans les années 1950, vous le savez, le bras exécutif du vieux maître, lancé in extremis dans la rédaction
qui de fait devra beaucoup aux disciples, du volume de la fameuse collection L'évolution de l'humanité consacrée à l'apparition du livre. Un colloque en a rendu compte il y a peu de temps. Fèvre meurt en 1956, le livre co-signé paraît en 1958. C'est pour Fèvre un testament qui pose l'un des jalons de ce que 10 ans plus tard recevra de Georges Duby le qualificatif d'histoire culturelle. Et pour Martin, c'est une fondation qui assure la transformation d'une carrière de conservateur des bibliothèques en carrière d'enseignant-chercheur, détaché au CNRS en 1958, puis 5 ans plus tard, directeur d'études à l'École pratique des hautes études, avec une chaire à l'École pratique, 13 analystes, dirais-je, d'histoire et civilisation du livre. Notons au passage qu'il s'agit de la 4e section de l'EPHE et pas de la 6e, signe peut-être d'une distance accrue entre Fernand Braudel, devenu par la mort de Fèvre seul maître à bord de la 6e section, et les disciples culturalistes de celui-ci, un Charles Morazet, un Robert Mandrou et donc un Henri-Jean Martin. Livre, pouvoir et société à Paris au XVIIe siècle, le titre de la thèse d'université de ce dernier, soutenue en 1968 et publiée dès l'année suivante, juste avant son arrivée à l'école, résume assez bien la perspective de son auteur. La civilisation du livre, de la généalogie févrienne, est celle de sa matérialité et de sa socialité. Attentif à sa mise en page et mise en texte, livre écrit, vous le savez, avec Jean Vezin, publié en 1990, il pourrait reprendre à son compte la phrase finale du film de François Truffaut, L'homme qui aimait les femmes, dont on sait qu'il est un film sur l'amour des femmes, sans doute, mais aussi au final sur l'édition d'un ouvrage. Je cite, « Objet rectangulaire, 320 pages brochées, on appelle ça un livre ». Mais attentif tout autant au rapport qu'entretient incessamment l'objet en question avec les pouvoirs et la société. L'histoire du livre devient alors par excellence une histoire de sa circulation et, plus délicate à faire, ce sera en particulier la grande préoccupation de Roger Chartier, son appropriation. Sous ces deux espèces, il s'agit bien d'une histoire sociale, comme en témoigne en particulier l'accent mis sur les métiers du livre, qui deviennent désormais objets de recherche, donc sujet de l'histoire. Auteur, éditeur, imprimeur, libraire, bibliothécaire. Les 4 années 1983-86 qui voient la publication de la monumentale Histoire de l'édition française, co-dirigée par Martin et Chartier, marquent l'apogée de ce mouvement historiographique qui place la France en position pionnière. Cette histoire générale inédite ouvre le chemin 6 ans plus tard, 1989-92, sous une autre direction, à une histoire des bibliothèques françaises. Le mouvement est lancé. À ce stade, insistons sur un point. En développant à l'école la version en quelque sorte mise en page, justement, des recherches qu'il testait parallèlement à l'EPHE, dans son séminaire devenu fameux du lundi à 17h, Martin plaçait l'école dans une position qu'elle n'a pas toujours eue dans son histoire, lieu d'une approche novatrice de l'analyse historique, bien avant que, par exemple, dans le département d'histoire de la nouvelle université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, qu'il m'était donné de créer au début des années 1990, Jean-Yves Mollier ne prenne le relais. Cette novation, il ne dépendit pas d'Henri-Jean Martin, qu'elle ne fut poussée plus loin encore. Comme il arrive souvent à des fondateurs, le Martin tardif allait en effet s'engager sur des voies plus ambitieuses encore. L'une est toute personnelle, elle cherche à situer désormais le livre dans une histoire plus vaste de la communication humaine. Ce sera l'objet d'un livre Antume publié peu avant son départ à la retraite, Histoire et pouvoir de l'écrit, 1988, et d'un livre posthume aux sources de la civilisation européenne, sorti 20 ans plus tard. L'autre voie s'est révélée plus féconde, précisément parce qu'elle put être relayée par la volonté même du maître au sein de l'école lors de son départ à la retraite. Elle se traduisit par l'ouverture de 2 pistes nouvelles, dont il confiera l'élargissement à ses 2 successeurs, celle de l'imprimé périodique et celle de l'image. Je ne reviendrai pas sur ce qu'a dit Jean Wirth ce matin, mieux que je ne le ferai. Cette dernière, l'image, il peut l'aborder sous la forme simple de l'illustration, notion qui comprend en elle-même ses limites, ne serait-ce que en ce qu'elle fait de l'image la servante du texte, ou mieux sous celle du corpus iconographique, titre, vous le savez, de l'éphémère collection qu'il dirigea aux éditions Klingsik. Mais il peut le faire aussi sous celle plus subtile du livre comme image en soi, susceptible d'une analyse en termes de disposition et de cadrage, voire d'iconographie typographique. Quand il avançait son fameux aphorisme « c'est la marge qui tient la page » ou les pages, il y a 2 versions,
Jean-Luc Godard métaphorisait sur un thème familier au moindre auditeur d'Henri-Jean Martin. Ainsi s'éclaire mieux le passage de relais du début des années 1990, qui vit en effet, outre la succession à la direction d'études à l'EPHE confiée à Frédéric Barbier, qui vit en effet ce dédoublement de chair. Il se fit sur une base classiquement chronologique, de part et d'autre du début de la Révolution française. Le professeur sortant obtenait ainsi l'installation de l'histoire du livre comme discipline importante, faudrait-il dire majeure, du cursus des futurs archivistes paléographes, tout en permettant, à partir de ce qui allait devenir la chaire d'histoire contemporaine, ce fut d'abord une maîtrise de conférence, l'aménagement de parcours spécifiques centrés sur la presse, élargi peu à peu aux médias, et ou sur l'image, élargi peu à peu de l'image fixe à l'image animée. Les domaines dont Henri-Jean Martin était resté le plus familier, histoire du livre jusqu'à la Révolution, histoire de l'estampe, bibliographie, revinrent à une chartiste, Annie Charon, l'histoire du livre et à terme des médias contemporains, à une agrégée de lettres classiques et diplômée de l'Institut d'études politiques, Elisabeth Parinet. L'intérêt de cette jeune chercheuse pour l'histoire de l'édition l'avait conduit à être, via Raoul Girardet, dirigée de fait par Henri-Jean Martin pour une thèse sur la librairie Flammarion de ses origines à 1914. Encouragée par son maître, elle allait développer, à côté d'un enseignement situé dans la continuité du programme martinien, un cours de critique de l'image documentaire. La formule me paraît capitale. Qui enracinerait de manière décisive l'analyse des systèmes d'images photographiques et cinématographiques dans le plan d'études des chartistes, d'abord en option, puis dans le tronc commun. Rien ne témoigne mieux de l'évolution du champ intellectuel des élèves de l'école, on l'a déjà cité, que l'examen de leur sujet de thèse. Cette évolution apparaît clairement comme la résultante, d'une part, des orientations données par les enseignants, et d'autre part, de quelques démarches individuelles de jeunes esprits sensibilisés par la conjoncture culturelle et encouragés à l'audace par le mouvement historiographique tel qu'il s'exprimait au même moment dans le champ universitaire. C'est à ce type de détermination que se rattachent par exemple les thèses pionnières en matière respectivement de photographie et de cinématographie, celle de Sylvie Aubenas sur la naissance des procédés de reproduction photographique et de la photographie inaltérable, abordée ici au travers du cas du photographe Alphonse Poitvin, soutenu en 1988, celle, 6 ans plus tôt, d'Emmanuel Toulet, sur le spectacle cinématographique à Paris de 1895 à 1914. L'attribution à ces recherches d'un parrainage par défaut pour Emmanuel Toulet et Bruno Delmas, professeur d'archivistique contemporaine, confirme leur nature atypique, partant leur relative solitude, à l'inverse de la configuration des années 1990, où cette avant-garde, appelons-la comme ça, laisse la place à une production scientifique continue. À cet égard, le rôle prescripteur joué par les deux nouvelles enseignantes est clairement encouragé par une nouvelle demande sociale issue du monde des bibliothèques, à commencer par une bibliothèque nationale en train de se transformer au même moment en BNF, plus sensibilisée que jamais aux deux enjeux de la numérisation et de l'archivage audiovisuel. Il ne s'agit pas ici seulement d'un élargissement en termes de support, vous l'aurez compris, mais bien d'une ouverture à des problématiques nouvelles. Les leçons d'histoire culturelle sont désormais tirées, ce dont témoigne un intérêt soutenu pour l'analyse des conditions techniques et économiques de la production culturelle, et au-delà de cette production proprement dite, pour l'élucidation des processus de médiation. C'est à cette lumière culturaliste qu'il faut prendre en considération les monographies d'éditeurs, conduites en coopération avec, entre autres, Jean-Yves Mollier, ou encore dans le domaine de l'image, la thèse d'Anne-Elisabeth Dutheil de la Rochère sur les studios de la Victorine dans les années 20, soutenue en 1998, et celle de Caroline Fieschi ou de Myriam Chermette sur l'usage de la photographie, respectivement dans la recherche et la diffusion de la science botanique au XIXe siècle, 1995, et dans la presse populaire d'information de l'entre-deux-guerres, 2006. Peut-être, cependant, l'apport chartiste est-il encore plus spécifique par rapport à l'état de la recherche universitaire contemporaine, quand il peut mobiliser une expertise où entre en compte la question de la propriété intellectuelle, aux fins d'éclairer la naissance d'une nouvelle catégorie d'auteurs, l'auteur de films, Alain Caroux, Xavier Loyan. Là, les méthodes, donc ça ici, et là, les méthodes de l'analyse génétique des œuvres, Xavier Senet en 2003 sur un projet de film d'Abel Gans, Aurélie Feste-Guidon en 2009 sur le Lacombe Lucien de Louis Malle, etc. Car il y a derrière toutes ces recherches un rapport, au final, très classique, dans le cas de la Victorine comme dans le cas d'Abel Gans ou de Louis Malle, au fond qui la structure. Archives d'entreprise, archives d'auteurs,
Abel Gans, Louis Malle, constituant avec François Truffaut sans doute les 3 plus grands auto-archivistes du cinéma français. Quand en 2014, Colin Cidre soutient une thèse sur le jeu vidéo en France, sous-titrée « L'objet vidéoludique et ses réseaux de distribution », 1974-1988, l'approche par-delà la nouveauté et la relative contemporanéité de son objet, 1974-88 quand même, est fondée sur une administration de la preuve dans la ligne des aînés. L'élection en 2014 de Christophe Gautier apparaît dès lors dans une assez remarquable continuité. Le successeur d'Elisabeth Parinet est un chartiste, mais il est un pur produit de cette génération, qui grâce à elle a pu appliquer les règles de la méthode à des objets touchant non seulement au XXe siècle, mais à des formes de culture non livresques, ce qui ne veut pas dire non savantes, puisque sa thèse de l'école, soutenue en 1997, et prolongée ensuite par une thèse universitaire que j'ai eu le plaisir de diriger, et que j'aurai encore plus grand plaisir à voir un jour publiée, portait sur l'invention d'une culture éminemment érudite et bardée de références, la culture cinématographique, dont il importe toujours de souligner qu'elle n'a pas attendu les cahiers du cinéma pour s'exprimer. Les 2 thèses de Christophe Gautier portent sur la période s'étendant des années 1910 à la veille de la Seconde Guerre mondiale, et qu'elle a eu pour pays natal non celui de Thomas Edison, mais celui des Frères Lumière. Une telle perspective fonctionne comme une clé de voûte du propos culturaliste, puisqu'il s'agit là de reconstituer la logique qui donne sens aux activités, sans elles disséminées, des acteurs techniques, économiques, politiques et artistiques du champ. Signalons à ce propos que l'expertise du futur professeur d'histoire du livre et des médias contemporains permet à l'école de prendre pied sur une terre qui ne lui était pas si familière jusque-là, celle du cinéma envisagé comme art. Une sorte de prophylaxie au reste compréhensible, ayant conduit à l'école l'approche de l'image animée du côté du document plutôt que du côté de l'œuvre. Les fondamentaux scientifiques de l'école demeurent cependant solides, puisque le même Gautier introduit dans le plan d'études un enseignement d'histoire des industries culturelles. On sait sans doute que cette notion, industrie culturelle, inventée en 1947 par Adorno et Horkheimer, dans une intention polémique de Kulturkritik, j'ai inventé le mot pour écraser la chose, comme disait l'abbé Grégoire pour la notion de vandalisme, s'est promptement retourné contre ses inventeurs et est devenu une utile, à mon avis très utile, clé d'interprétation de la culture dite de masse. Je pense que Adorno s'est retourné dans sa tombe. Ainsi donc, le sanctuaire des sciences auxiliaires de l'histoire est-il devenu le département d'études historiques où la question des industries culturelles est la plus explicitement mise à l'agenda. À ce propos, encourageons l'école à explorer aussi le domaine du document sonore, terrain sur lequel elle est, tout comme l'université, je le précise, au reste, encore assez timide. Rien là, dans cette nouvelle focalisation, rien là d'un renoncement, tout au contraire d'un ressourcement. Former de futurs chercheurs, mais surtout de futurs gestionnaires du patrimoine culturel de la nation, à l'analyse, moins encore de l'imprimé ou d'image que des processus de médiation, se situe en effet dans la continuité des intuitions de la génération fondatrice de l'école. Celle-ci avait à prendre en charge, au nom du service public, une archive considérablement accrue par le grand transfert politique de la Révolution. Aujourd'hui, le grand transfert, pour moi, est technologique. Mais ces effets culturels, donc sociaux, ne sont pas moins considérables. Nous sommes amenés à vivre de plus en plus dans un univers multimédia, où les frontières entre les anciens supports se trouvent subverties de toutes parts. La manière dont l'École des Chartes a su finalement prendre en compte le système de la modernité précédente, livre, presse, photographie, cinéma, laisse augurer qu'une fois de plus, elle sera au rendez-vous. Merci, chers collègues. Vous nous avez convaincus de l'ouverture tout à fait significative de l'école en direction de l'histoire du livre, de l'histoire de la communication, de l'historiographie contemporaine. Et quelqu'un demande-t-il la parole? Monsieur Bercé, est-ce que vous souhaitez intervenir? Non, je ne peux que m'associer, si on peut dire, à cette historiographie très récente de l'école. Ce que je crois, c'est que l'école a su trouver des interlocuteurs. Vous avez fait l'inventaire là des correspondances avec les metteurs en scène, avec les
institutions chargées de conserver notamment la mémoire de l'audiovisuel. Il y a aussi, je pense, il serait nécessaire d'évoquer des thèses d'histoire littéraire qui permettaient, notamment grâce à, je dirais, l'ingéniosité d'Elisabeth Parinet, de faire revenir des auteurs encore vivants, très âgés, et de les faire dialoguer sur leurs archives avec des jeunes chartistes, de leur suggérer en quelque sorte les virtualités qui dorment dans leurs archives et dont ils n'auraient pas eux-mêmes, si on peut dire, toute la signification, et que les chartistes de l'avenir peuvent leur apporter. Tout à fait. Autre intervention. Eh bien, merci de cet exposé tout à fait passionnant et qui éclaire une voie de l'école qui n'est pas immédiatement perceptible de l'extérieur pour ceux qui ne connaissent pas l'institution, qui ne connaissent pas l'intérieur.